Bonjour à tous. On va mettre le timer. Donc, je suis super content d'être là parce que déjà, effectivement, les locaux sont super et il y a plein de monde, c'est génial. Et je suis super content de venir vous parler de Bonobo, qui est une librairie assez jeune et plutôt beaucoup plus jeune que la plupart des livres qu'on peut voir ici, que j'ai commencé à coder il y a à peu près un an. Alors, j'ai travaillé dessus pas mal de temps avant, mais c'est un rewrite from scratch qui date d'un an et qui est en Python 3.5 plus uniquement. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est cool. Ou pas, mais du coup je suis content d'avoir vos feedbacks après. Euh, qui n'a jamais entendu parler d'ETL dans la pièce? Ok, pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc très rapidement, je vais essayer de le résumer. Faire de l'ETL, qui veut dire Extract Transform Load, c'est avoir des transformations indépendantes qui vont prendre un set de data ligne à ligne et appliquer chacune des transformations en séquence sur une ligne donnée. Ce qui veut dire que quand extract ici par exemple a fini de transformer la ligne 1, la ligne foo ici, le résultat de la transformation est passé à transform et pendant ce temps extract peut commencer à travailler sur bar. Alors dit comme ça, c'est un peu simple et il y a des gens qui m'ont dit ouais, globalement tu as une liste de callables et puis on va traiter ce truc-là. En fait, dans la vraie vie, les ETL, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on a des bases de données, on a des API HTTP. Et encore, ça, c'est une version très simple, hein, parce que j'ai des captures de vrais ETL où il y a des pages entières de connexions graphiques. Parce que, en fait, ça devient vite très compliqué. Et en fait, quand on est les codeurs, ça devient assez compliqué à maintenir parce qu'on va faire des copier-coller avec tous les travers que ça a. Il va y avoir un bug à un endroit, on l'aura copié 3 fois, on va le fixer 2 fois. Et à maintenir, ça peut devenir assez compliqué. Euh, Bonobo, c'est juste, j'ai essayé de refaire en Python ce qui est déjà fait par les ETL du marché, principalement en Java. Il y en a plusieurs, il y a Talend, il y a Pentaho que j'ai pas mal utilisé. Euh, et globalement, l'idée, c'est plutôt que d'avoir un bel IDE avec des boîtes qu'on va connecter graphiquement, on va utiliser des callables et des itérateurs Python sans instrumentation particulière qu'on va connecter ensemble dans un graphe et après on va utiliser une stratégie pour les exécuter qui peut être basée sur plein de choses. Aujourd'hui, on n'a qu'une stratégie basée sur le threading, mais demain, ça peut être basé sur des subprocess, ça peut être basé sur Dask par exemple, pour ceux qui connaissent. On peut imaginer plein de choses. Euh, Comme on posait pas mal de fois la question, ça n'a rien à voir avec Panda. Panda, globalement, vous traitez un data frame entier, vous traitez une table Excel. Alors vous avez des opérations que vous pouvez faire tourner sur des fenêtres, hein, mais globalement c'est pour traiter un dataset en entier. Là vraiment on va traiter chaque ligne indépendamment. C'est pas Airflow, Harry nous en parlera après. Airflow c'est plutôt quelque chose qui va gérer les dépendances et tous les prérequis d'une tâche donnée. Euh, Exécuter des tâches en isolation les unes avec les autres et être sûr que tout ce qui était prérequis effectivement a été exécuté avant. Communiquer entre les différentes tâches, c'est pas forcément c'est possible, mais c'est pas forcément le main topic. Et il n'y aura pas de big data dans ce talk. Il y a déjà plein de choses qui font ça. Et en anglais, c'est problématique parce que j'ai dit que c'était un monkey et visiblement c'est un ape. Comme j'aime bien prendre des risques, je vais vous montrer rapidement, alors avec du code un petit peu conceptuel, mais je vais vous montrer rapidement ce que ça fait sur des cas simples, libre à votre imagination de mapper ça sur vos bases de données super compliquées et vos datasets à vous. Tac. Alors, c'est là. Donc, est-ce que tout le monde peut voir ça? C'est pas compliqué au fond? Ok. Donc globalement, bon, installer Bonobo, c'est un pip install, hein, je ne vais pas vous montrer ça. L'importer, là j'ai des extensions qui sont installées, mais en fait on va utiliser que le core là pour l'exemple. J'ai créé des fonctions hyper simples. Une fonction qui va envoyer des chiffres toutes les secondes jusqu'à 9. Une fonction qui sait faire un carré, une fonction qui sait faire un double, et une fonction qui est juste print dans une fonction. Donc ça pourrait être print aussi. Là je l'ai mis dans une fonction, mais on pourrait juste utiliser print. Bien sûr, c'est pas la vraie vie ça, mais c'est pour simplement vous montrer ce que c'est qu'un graphe et comment il va s'exécuter. Là, je vais créer un graphe. Donc, j'ai une structure de graphe. J'ai une méthode addChain qui va pouvoir rajouter ces 3 des 4 callables qu'on a au-dessus. Et je vais juste. Alors, il faut que j'exécute dessus parce que sinon ça ne marchera pas. Et donc, je vais juste rajouter cette chaîne. Et là, on a un petit graphe fait avec GraphViz qui nous montre qu'effectivement, il y a une chaîne comme ça. Donc là, on est dans le cas, mais c'est qu'une liste de trucs. Les appliquer, c'est pas très compliqué. Je vais l'exécuter quand même. Globalement, là, on voit que toutes les secondes, extract va sortir. Alors, il a été appelé une fois, il y a un input, et toutes les secondes, extract sort un output. Dès que l'output est sorti, alors qu'il n'a pas fini de tourner,
Square commence à travailler et Display affiche les trucs en dessous, enfin voilà, des carrés. Maintenant, si je veux ajouter une chaîne, là en fait je vais en parallèle faire à la fois le square et à la fois le double et les passer sur display. D'ailleurs je pourrais remplacer, simplement pour le montrer, je pourrais remplacer display par print. Ça marche très bien, ça marche avec n'importe quel callable Python. Donc si je l'exécute, ça fait la même chose, sauf que là on va voir que effectivement chaque fois que quelque chose sort de extract, ça rentre à la fois dans square et double, et si je scroll un petit peu, alors l'output là est un petit peu imprédictible parce que chaque nœud est first in first out, mais du coup il y a une race condition, enfin entre square et double, on ne sait pas lequel va terminer son travail avant, mais globalement, normalement votre load, ça ne sera pas un print, ça sera des bases de données, ça sera des choses qui sauront à peu près dans quel ordre sont les choses. Donc ça c'est vraiment basique de chez basique. Maintenant j'ai essayé de faire un tout petit mock. J'ai fait une mini API qui est une fausse API qui ne travaille pas avec le réseau, au moins il n'y a pas de problème, qui va juste générer des données complètement random et simuler une latence plutôt importante, de l'ordre d'une seconde ou un peu moins, à chaque appel d'API. Donc globalement, là ce qui se passe, c'est que je vais instantier mon API, et donc j'ai deux méthodes dans cette API, j'ai un getUsers et j'ai un getOrders. Les users, ça va générer des noms aléatoires, et les orders, ça va, pour un ID donné, générer un ID d'order complètement random, enfin un nombre d'ID d'order. Il y a plusieurs orders par personne, je crois entre 1 et 5, je ne sais plus exactement. Donc si j'exécute ça avec une méthode un peu empirique, c'est ça le mot, en faisant deux for imbriqués, bon, bah, globalement, on a le premier utilisateur qui sort ici, j'ai ces orders qui sortent, et il attend que les orders soient sortis, que l'API ait répondu sur les orders pour nous générer la suite. Donc ça, c'est pas super cool, surtout s'il y a des assets un peu plus importants que ce qu'on a ici, et que chaque requête met une seconde, enfin un peu moins d'une seconde, mais à peu près ça. Donc je vais essayer de faire la même chose avec Bonobo. Donc il y a quelques trucs en commentaire que je décommenterai après, mais globalement là, j'aurais pu utiliser API getUsers directement. Je ne pourrais pas utiliser le décorateur donc, plus tard, donc pour l'instant je l'ai fait comme ça, je l'ai wrappé dans un getUsers et un getOrders. J'ai une méthode qui crée le graphe, le graph factory, on appelle ça comme on veut, et qui va créer cette chaîne. Donc plutôt que de détailler les lignes de code, je vais vous montrer le graphe en sortie. getUsers va itérer sur les utilisateurs, les afficher parce que c'est toujours cool d'afficher les choses. ItemGetter, c'est un built-in qui va aller chercher juste l'ID dans le dictionnaire qui lui est passé. Et getOrders va appeler l'API sur ce paramètre. Donc si je l'exécute maintenant, il va se passer exactement ce qu'on a dit. Et là, en fait, on voit bien les deux branches du graphe, parce que là, par exemple, getUsers a déjà terminé son travail, en fait. Il donne. Les autres qui étaient assez rapides ont terminé leur travail. getOrders, qui est un peu plus long, va fonctionner. Il faut mapper ça sur un cas un peu plus réel, avec une base de données, des choses comme ça, mais ça veut dire que dès que vos données sont prêtes, la prochaine transformation dans la ligne peut traiter les choses. Maintenant, un truc de plus que fait Bonobo là-dedans, c'est globalement, c'est gérer les services. Dans la vraie vie, on va probablement pas se connecter à la même base de données en prod, en pré-prod, en développement. On va peut-être même en développement ou sur un environnement donné vouloir se connecter à plusieurs versions de la même API, plusieurs URL, etc. Et donc globalement, de passer l'API en dur comme ça, c'est pas terrible parce que c'est pas très flexible. Donc on a un petit décorateur use qui va nous permettre d'injecter en fait une instance nommée de quelque chose qu'on filera au dernier moment au runtime pour chacun des services, pour les bases de données, pour les fichiers, les file systems, etc. Tac, faut que je passe ça, je pense. Donc on devrait avoir à peu près le même graphe, ça a l'air d'être le cas. Et cette fois, si je fais tourner le truc, en fait, getUsers et getOrders ne sont pas contents. Et ils disent pourquoi? Ils disent que globalement, ils n'ont pas réussi à résoudre le service API. Donc, plutôt de passer juste le graphe, on va passer un dictionnaire de services qu'on peut configurer. Alors, je l'ai configuré avec des méthodes simples qui renvoient à un dictionnaire, mais qu'on peut configurer avec de l'environnement, etc. Et donc, du coup, en lançant ce truc-là avec le dev service, finalement, l'exécution va se passer beaucoup plus rapidement, parce que là, j'ai simulé que c'était on va dire un service caché, par exemple, en disant simplement les temps d'attente que tu vas avoir sont plus courts. Mais dans la vraie vie, en général, il y aurait par exemple un service HTTP qui est request et un service qu'on remplacerait par un service HTTP qui utilise request cache pour rajouter un cache local des requêtes HTTP. Un exemple. Mais pareil pour les bases de données. Il y a peut-être une base de données de... je ne sais plus qui c'est qui appelle ça comme ça. Enfin, une base de données de pré-production synchronisée avec la production sur laquelle on va tester les choses avant de réellement passer en production les différentes transformations.
Maintenant, juste pour vous montrer 2-3 autres trucs qu'on peut faire dans un graphe. Alors là, c'est un graphe linéaire, encore une fois, mais encore une fois, libre à l'imagination. Là, globalement, je vais juste utiliser la même chose pour écrire dans un CSV tout ce qui sort de l'API GetOrders. Vous ne me croirez probablement pas quand je dis que j'avais supprimé ça avant, donc je vais le relancer. Tac. Donc là, je dois avoir un orders.csv qui contient tous les trucs avec des headers, user ID, order ID. Et c'est un excellent environnement pour vous montrer qu'en fait, pour les cas les plus simples, comme comme le dernier par exemple, en fait, on peut faire des conversions qui sont un peu plus que des conversions maintenant, mais on peut faire des conversions directement en ligne de commande en disant tiens, le orders.csv, j'aimerais bien en faire un JSON. Et du coup, il va construire un graphe parce que ça, il comprend à l'extension que CSV, c'est un CSV reader qu'il lui faut, JSON, c'est un JSON writer qu'il lui faut. Et donc, du coup, globalement, je vais avoir un orders JSON qui contient la même chose, mais formaté différemment que le CSV. Maintenant, un truc rigolo aussi, c'est que pour quelque chose de linéaire qui aurait quelques transformations au milieu, du géocodage, des choses, enfin un peu n'importe quoi, on peut écrire juste un petit fichier PY dans lequel on a une fonction. Et donc là, j'ai une fonction append ISBN qui va juste générer un faux ISBN. C'est n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Et du coup, mon convert, je vais pouvoir lui rajouter des transformations directement en lui disant tiens, prends le fichier transform et prends le, je ne sais plus comment ça s'appelle, le append ISBN. C'est pas comme ça qu'on colle. Applique-lui ce truc-là au milieu. Et il va nous rajouter ça dans le graphe. On peut en rajouter autant qu'on veut, on peut mettre des options sur les différentes transformations, et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer dans le temps imparti. J'espère que je vais réussir à finir et laisser 2-3 minutes. Pour résumer, encore une fois, c'est une librairie vachement jeune, donc attendez pas la qualité d'un Airflow, d'un Panda, de librairies comme ça qui ont des années et des années et des tonnes d'efforts de développement derrière. L'idée, c'est d'être vraiment quelque chose de super léger, facile à installer et facile à utiliser, même sur des lignes de commande simples pour faire des opérations un peu basiques de tous les jours. J'ai quelques intégrations soit à l'intérieur, soit dans des librairies tierces pour travailler soit avec SQL Alchemy, pour faire des Django Management Commands avec une classe de base qui va juste lire une série de graphes ou un graphe. Vous avez vu ce qui se passe avec Jupyter. J'ai commencé à travailler sur travailler en OAuth avec Google, des choses comme ça. Et globalement, il y a le Cheese Python, c'est que du Python, donc c'est vachement facile d'intégrer n'importe quoi. J'essaie de tenir à jour le plus possible bonoboproject.org. Il y a un site de documentation aussi que je et d'autres personnes m'aident à tenir à jour du mieux qu'on peut. Il y a un Slack sur lequel il y a un petit nombre de personnes, mais du coup, si vous avez des questions, des discussions, etc., que vous oubliez de poser tout à l'heure, bah, c'est un bon ordre pour le faire. Et si jamais vous aviez la folle envie de me rendre un service, ce serait super cool de me dire ce que vous avez pensé de la présentation, soit en scannant ce QR code, soit en allant sur l'URL pendant qu'il y a 1 minute de questions. Et si vous avez envie, il y a un Twitter pour les releases et un Twitter pour moi. Il y a moins de bêtises sur les releases, mais c'est à vous de choisir. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions... Ouais. Juste dans le micro. Ouais. Ouais, je voulais savoir en fait, est-ce que tu l'utilises en prod et si oui, comment et pour quelle volumétrie de données? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle prod. On l'utilise beaucoup en conditions réelles pour des données de type marketing contact, donc sur là en l'occurrence des dizaines de milliers de contacts pour les synchroniser entre différents services, les récupérer à un endroit, les pousser dans Mailchimp, les récupérer selon les tags qu'il y a, faire des trucs, etc. Après, dans la boîte précédente dans laquelle j'étais, en fait, c'était pas Bonobo, c'était rdc.etl, mais qui était globalement les mêmes algos et le même truc. C'est juste que là, ça a été réécrit en Python 3.5. On l'utilisait sur des volumétries qui étaient plutôt de l'ordre des 10 millions de lignes qu'on faisait tourner en 10, je dis n'importe quoi, en 1 heure, 1 heure et demie. Chaque jour pour faire des synchronisations de stock. Donc en gros, on se connectait à plein de RP de nos partenaires qui étaient tous très différents et on faisait de la normalisation, du téléchargement d'images, de recoupement avec nos stocks, recoupement avec comment on appelle ça, nos taxonomies, des choses comme ça, pour mettre ça dans notre marketplace et l'afficher à nos clients. Cool. Voilà pour la volumétrie. Faut pas hésiter, je suis probablement beaucoup plus terrorisé que chacun d'entre vous.
t'es sûr? C'était quoi l'intégration avec Selenium? Ah oui, alors ça je le cache un peu parce que globalement c'est pas très mature. Mais globalement en fait je m'en sers pour écrire des crawlers aussi, enfin des scrappers, on appelle ça comme on veut, qui globalement ouvrent des Firefox et en fait découvrent des trucs sur un site, les yield et après sont traités par Bonobo pour les insérer dans des bases, entre autres chez nous c'était plutôt du CouchDB. Mais globalement on allait chercher des informations sur, donc là je travaille dans un accélérateur, donc on allait chercher des informations sur des entreprises et on essayait de se constituer une base le plus automatisée possible en foutant ça dans un CouchDB et après on allait en taper sur des API pour essayer de trouver des contacts, etc. Voilà. Mais je l'advertise pas parce que très franchement c'est vraiment pas mature et la plupart du code qui nous sert vraiment et qui a une valeur est sur mon laptop du boulot et pas publié pour l'instant, donc voilà. Une question encore. Du coup, pour l'instant, tout tourne sur une seule machine, j'imagine. Tout tourne sur une seule machine. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui la seule stratégie qu'il y a, c'est du threading. Chacune des boîtes tourne dans un thread séparé. Tu mets 2000 boîtes, on va te créer 2000 threads. C'est pas forcément optimal, c'est OK quand c'était, on va dire, IO bound. Si tu commences à être CPU bound, ça serait intéressant d'avoir une stratégie basée sur les subprocess. C'est pas forcément très compliqué à implémenter parce que globalement c'est un thread pool executor aujourd'hui, donc avoir un process pool executor c'est pas très compliqué, mais il faudrait pouvoir changer à la volée l'implémentation des queues parce que queue.queue en Python marche bien avec les threads, pas avec subprocess, mais il y a un subprocess.queue qui est compatible, donc il faudrait changer ça et il y a probablement des détails qui sont que j'overlook là. Après j'aimerais vachement trouver une stratégie qui fonctionne avec Dask Distributed pour pouvoir le distribuer sur plusieurs machines, mais pour l'instant c'est pas très raisonnable de se lancer là-dedans, je pense que c'est un effort quand même non négligeable. Ok. On va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup.